Le kémitisme dans le paradigme afrocentrique, c'est le thème de ce jour. Ce thème, nous allons le développer avec Dr Apeti Sodienou Assifot. Il est doctorant en camitologie à l'Institut Kemitmat Tchèque Anta Diop. Il est également docteur gériatre. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Docteur, vous allez bien? Oh, je vais bien, mon frère. Et merci de nous avoir encore accordé votre précieux plateau. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Docteur, on va éclairer les Africains, on va éclairer le monde sur des thèmes précis. D'abord, le kémitisme, c'est quoi? Bon, disons que je vais quand même me présenter à nouveau parce qu'entre-temps, je me présentais comme membre du combat Kamit. Ouais. Mais comme nous, on est dans la dynamique de la fédération des différents mouvements, nous, on se dit qu'il faut se faire chapeauter par des mouvements plus puissants. Donc, d'ici peu, on va muter carrément à Afrocentricité Internationale Branche Togo. Pour que ça ait plus de tentacules, parce que je m'amuse souvent à dire aux gens que si nous demandons à nos autorités de s'organiser pour créer peut-être les États-Unis d'Afrique, il faut qu'on ait moins de groupuscules. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de groupuscules qui sont dans la dynamique panafricaine ou bien kamite, et chacun bavarde dans son coin. Nous, on se dit qu'il faut que nous tous soyons ensemble pour qu'on atteigne l'objectif qu'on dit chez nous, c'est ça. Donc, d'ici peu, on va s'appeler plutôt Afrocentricité Internationale Branche Togolaise. Voilà. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là. On peut dire que kémitisme ou kamitisme, les deux termes sont interchangeables. On peut dire c'est l'ensemble des concepts qui regroupent tous les descendants du peuple noir qui se réclament des valeurs. Parce qu'on va pas utiliser les termes techniques comme ontologie, philosophie, tout ça là. L'ensemble des valeurs qui ont caractérisé nos ancêtres, pour qu'ils soient au sommet de la connaissance. Donc ces ensembles peuvent être sur le plan politique, économique, culturel, spirituel, tout. C'est ça qui justifie que aujourd'hui, on a du mal à se comprendre avec ceux qui pensent que l'unité africaine va se faire sur le plan politique et économique en laissant de côté, là où plutôt on a chuté, comme je l'ai dit la fois passée, le côté culturel et spirituel. Donc c'est à peu près ça le kamitisme qui s'oppose à peu près au panafricanisme, qui même pour moi, si on comprend bien le terme panafricanisme, on ne doit plus créer kémitisme aujourd'hui, parce que pan chez nous en médecine signifie tout. On ne peut pas dire je veux faire tout et laisser quelque chose. On ne peut pas dire panafricanisme si on prend la politique et l'économie, on laisse la spiritualité. Ça veut dire que ceux qui ont le terme même jouent sur les mots et chacun prend le point qu'il veut. Donc, compte tenu du fait que ce terme n'a pas permis d'atteindre les objectifs qu'il faut, les Africains qui ont compris le fond du problème se sont dit nous avons une couleur de peau qui nous définit, c'est-à-dire la peau noire. Le noir chez moi s'appelle Aka. Donc, on va plutôt prendre le terme qui regroupe bien les choses, c'est que nous, les Noirs, nous voulons nous mettre au centre de nos préoccupations. Bref, c'est ça ce qu'on appelle le kamitisme. Même le panafricanisme, docteur Apeti, ça rend un peu flou les Africains, si on peut le dire ainsi. Est-ce qu'on peut avoir les différentes sortes de panafricanisme? Les gens parlent de panafricains, panafricanistes et autres. Il y a différentes sortes de panafricanisme. Comment les identifier ou bien comment les définir précisément? Bon, ce que moi je peux dire, c'est que le mot panafricanisme même, si les gens comprenaient le fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne devait pas poser problème. Mais c'est que chacun voit qu'en prenant ce mot, ça l'arrange dans son coin. Donc, quand quelqu'un se dit panafricaniste, ça veut dire qu'il lutte essentiellement pour l'autodétermination économique, politique de l'Afrique. C'est ce qu'on a compris. Vous serez surpris que lorsque on a voulu porter sur les fonds baptismaux l'organisation de l'unité africaine, le volet culturel n'était pas à l'ordre du jour. Ce qui paraît paradoxal, il a fallu l'intervention d'Aliou Diop pour qu'on intègre ce mot, ce terme parmi les termes fédérateurs du jour. Donc, tous ceux qui pensent qu'une branche qui nous a été chippée peut permettre d'atteindre leur objectif se réclament panafricanistes. Sauf le côté spirituel, bien sûr. C'est ça qui fait que nous, on dit tout kamite est un panafricaniste. Mais tout panafricaniste n'est pas forcément un kamite. C'est ce que je peux dire de manière plus simple. Mais on remarque que ce kémitisme ou kamitisme se trouve englué finalement dans le paradigme afrocentrique. Avant d'aller en profondeur, est-ce qu'on peut connaître le contour même du paradigme plutôt afrocentrique? Bon, disons que le mot afrocentricité
pour ne pas dire paradigme afrocentrique, est juste pour le moment un mot pour remplacer ce qu'on peut dire kamitocentricité, c'est ça. Mais ceux qui ont créé ce concept, dont peut-être Molefi qui était à santé, tout ça, et d'autres prédécesseurs, disent que comme le mot Afrique est pour le moment le mot qui sonne bien dans nos oreilles, on va faire avec. En fait, c'est ça. Mais avec le temps, si on rentre dans ce que représente le mot Afrique, comment le mot est venu en Afrique, on doit aussi l'envoyer quelque part et prendre les termes qui caractérisaient nos ancêtres. C'est essentiellement le terme noir que je disais, comme Kemet et tout ça. Malheureusement, si on passe directement par Kamit, ça devient plus compliqué. Donc l'afrocentricité se retrouve totalement dans tout ce qu'on appelle le paradigme Kamit. C'est pourquoi ils se définissent clairement comme étant des Kamites. La seule différence, c'est qu'ils veulent garder le mot là juste pour un petit temps, quitte à ce que ça change après en fait. Sinon, ça signifie en fait kamitocentricité. Dans certaines définitions, on voit que le kamitisme panafricain cherche à faire connaître et renaître la philosophie des anciens Égyptiens ou Kémites. Alors, on a l'impression qu'on s'accroche aujourd'hui à l'Égypte. C'est sans doute la source, hein, docteur. Oui, bon, comme on le dit aussi souvent, on ne sait pas ce que ça fait à beaucoup de gens. Ils ont l'impression qu'on s'accroche à l'Égypte. Mais moi, je leur dis, l'Indo-européen, pour ne pas dire l'Occidental, s'accroche à la Grèce et à la Rome antique. Ouais. Si eux, leur chose là qui est venue presque vers les derniers siècles avant notre ère, s'accrocher à ça. Quel est le péché de s'accrocher à quelque chose qui fait 5000 ans, 10 000 ans avant et qui a laissé des preuves, des prouesses qui sont encore tangibles, dont d'autres même sont chez ceux-là. Donc, demain, ceux qui vont venir peuvent choisir l'Empire du Ghana, peuvent choisir le Royaume. Ça dépend de quel impact cette organisation civilisationnelle a pu donner dans l'histoire. Donc, quand nous on évalue tout, on se dit aujourd'hui, si ceux qui disent qu'ils ont acquis beaucoup de connaissances, même ils ont volé, viennent nous démontrer que nous ne valons rien, sont venus étudier en Égypte. Et quand on parle d'Égypte, je dis toujours, ce n'est pas là où aujourd'hui il y a les Aboutreka, tout ça, non. C'est depuis le sud de l'Afrique jusqu'au nord. On parlait de la vallée du Nil. Et le Nil. Mohamed Salah. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça on appelle vallée du Nil. C'est un grand pays. Donc, c'est de là que nous tous on vient. Donc, si l'histoire me montre que je viens de quelque part et je vois les prouesses de ses ancêtres, comme on le disait, je vais revenir encore à Molefi qui dit qu'il ne s'agit pas de dire que oui, c'est nous qui avons fait ça, et puis s'arrêter. Ça nous donne juste un boom spirituel, un boom psychologique pour affronter les choses. Donc, nous devons refaire pour faire honneur à nos ancêtres. Parce que tout ce qu'ils ont produit dans tous les domaines, que ce soit dans la science, dans la spiritualité, dans la religion, dans tous les domaines, en philosophie, tout en politique, si on doit se réapproprier de ça, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils faisaient. Et une fois, quand on se réapproprie ça règle beaucoup de problèmes dans notre société aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit la fois passée, moi, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique, tout le monde est content. Non, moi, je n'appelle pas ça des révolutions. Pour moi, soit c'est des rotations ou bien des révoltes. Ça peut choquer les gens. Une rotation, c'est que tu tournes en quelques secondes, tu reviens à la place de départ. On a vu le Burkina, plusieurs rotations, ça n'a rien donné. Parce que la révolution, c'est plus profond. C'est plus profond que ça. Donc, pour le moment, si les Africains veulent faire une vraie révolution, il faut véritablement qu'on retourne à la source. Là où il y a le problème, notre chute a commencé sur le plan métaphysique, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas vu. Je dis souvent aux gens que, supposons que vous êtes un membre influent d'une organisation, peut-être au Togo, et vous êtes d'obédience catholique, par exemple, et vous êtes en train de faire des choses et que Vatican vous appelle. Mais vous ne pouvez pas dire que vous allez vous en foutre. Même chose, vous êtes dans une organisation islamique et vous allez faire quelque chose et l'Arabie Saoudite vous appelle. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vous en foutre. C'est là le problème. Ça va choquer beaucoup de gens, mais... On a l'impression qu'on minimise le combat kamite. Au fait, c'est ça. C'est ça parce que c'est plutôt question d'intérêt. Les gens ont des avantages parallèles qu'ils ne veulent pas laisser. C'est pourquoi les kamites sont souvent perçus comme des dangers. Souvent, quand vous discutez, ils vont dire non, la religion divise les gens. Ils disent non. Quelle religion divise qui? Est-ce que vous avez vu ceux qui sont dans les pratiques de nos ancêtres se diviser entre eux? Non. Si la religion, c'est vous qui divisez les gens. Par exemple, quand moi je veux prendre une femme qui est d'une croyance abrahamique, c'est eux qui refusent que je prenne la femme.
Mais on n'a jamais vu nos parents refuser à un musulman ou bien à un chrétien de venir prendre leurs enfants. C'est ça, donc c'est eux qui divisent les gens. Donc c'est des discours comme ça qui circulent. Or, c'est ça qui a fait que l'Afrique a chuté, parce que nos ancêtres, avec leur concept d'amour pour le prochain, a fait qu'ils ont laissé les serpents venimeux rentrer dans la cour. C'est ça. Et on continue pas à le faire. Chaque fois, je dis, quand vous allez au village tout à l'heure, même si un monsieur est en train de faire son poeta pour le tronc, mais vous allez écouter, il va jouer gospel, il va jouer tout. Lui, il joue ça. Parce que lui pense que tout ce qui est là-bas, il y a de l'information dedans. Mais l'inverse ne se fait pas. Donc, ceux qui sont intolérants, ce n'est pas nous. Actuellement, comme je le dis, le doyen Doumbia Colley est en prison. Un Malien qui se bat pour le Mali, il est en prison parce qu'il a donné son opinion. Et comment on peut comprendre cela, docteur, au Mali, où on crie quand même le vent du panafricanisme qui doit aiguillonner tout le reste de l'Afrique? Au même moment, ceux qui sortent, par exemple, l'exemple de ce monsieur, vous l'aviez donné tout à l'heure, ils sont critiqués, il n'est pas seul, ils sont donc critiqués et quelquefois jetés en prison. Oui, parce c'est pas seulement le Mali. Oui, parce qu'on lui reproche qu'il va créer la haine religieuse, il y aura la guerre religieuse, tout ça là. Alors qu'en fait, comme je le disais la fois passée, celui qui a porté le mouvement Mali, je ne pense pas qu'actuellement il est encore au Mali. Je pense qu'il est soit en Arabie Saoudite, il est au Qatar. Il faut que les Africains sachent ça. Il fait quoi là-bas? L'imam, il fait quoi là-bas? Il faut que les Africains sachent ça. Vous voulez parler de l'imam Diko? Oui, bien sûr. Ou soit la révolution, pseudo-révolution qui est en cours n'a pas permis à ce qu'il trouve sa part. Il est en train de s'organiser et puis il va revenir. Ou soit il est là-bas pour d'autres intérêts. Donc pour moi, jusqu'à ce que ça ne donne, si sur le plan spirituel, on ne réintègre pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'empire du Mali a été détruit par l'islam. Parce que c'est ça l'histoire. Donc, si l'islam a détruit l'empire du Mali, mais comment est-ce qu'on va penser que le Mali qui est là aujourd'hui, qui veut sortir de l'ornière, ne va pas parler de ça? C'est ça donc. Beaucoup de gens, comme je le dis, ont des avantages parallèles qui arrangent beaucoup d'entre nous, qui fait que chaque fois que l'enjeu est majeur, font semblant de faire passer de l'éponge sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui vous unit. Ce qui nous unit réellement, c'est notre unité spirituelle. C'est dans ça qu'on se retrouve. Le reste, c'est des gestes de façade. Comme je le disais entre-temps, ça va choquer beaucoup de gens. Mais ils doivent savoir que les positions que nous, certains, on prend, ce n'est pas que ça nous arrange de trop. C'est un combat. C'est un combat. Je suis agent de santé. Venir chez moi ne pas voir statue de Saint-Joseph, tout ça là. Normalement, s'il y avait ça, avec une assiette, pour que les gens mettaient l'argent dedans, peut-être ma structure va encore plus fonctionner. Ouais. C'est ça, mais j'ai dit non. Quand vous venez chez moi, vous allez voir les choses de Imhotep, des choses comme ça. Parce que je sais que le père de la médecine, c'est pas Hippocrate, c'est Imhotep. C'est ça, vous allez voir le caducée, vous allez voir caducée tel que conçu par nos ancêtres. Il y a plein de documents qui prouvent ça. Donc, dès lors qu'on va faire semblant de jouer le jeu de l'adversaire, on va avoir beaucoup d'avantages. On va avoir beaucoup d'avantages parallèles, mais qui va se résumer à quoi? À la servitude de nos progénitures. Donc ce combat, c'est pour nos enfants, ou bien les enfants de nos enfants. C'est ça. Mais, docteur, une chose est sur la philosophie des anciens Égyptiens, est là aujourd'hui en tant qu'héritage culturel de l'Afrique. Ça, on ne peut pas nier cela. Non, c'est bien là, parce que le vrai problème, c'est que beaucoup d'Africains ne cherchent même pas à savoir ce que leurs ancêtres ont laissé. Ils ne savent même pas. Même quand on dit les pharaons d'Égypte sont en train de jouer, ça on ne lui dit rien. Il applaudit. Mais est-ce que les pharaons étaient des blancs? Non. Mais les pyramides qui l'ont construit, c'est les noirs. Donc ça veut dire que il doit se poser comment nos ancêtres ont fait pour laisser des édifices de ce genre qui jusqu'à maintenant n'ont pas coulé. Alors qu'il y a des choses que les gens disent que si on ne font pas des merveilles du monde, on ne les voit jamais. C'est ça. Donc, le vrai problème de l'Africain, c'est de chercher à savoir est-ce que nos ancêtres... Parce qu'il y avait la bibliothèque d'Alexandrie. Mais si on a dit qu'il y a une bibliothèque, il y a des milliers d'années dans lesquelles les gens sont venus puiser des connaissances, puis prendre d'autres livres, partir et brûler le reste. C'est qu'il y avait une institution éducative qui était très structurée, dans laquelle tout a été écrit. Quand on saura lire ce qu'on appelle les tests hiéroglyphiques, pour ne pas dire Meduniter, de nos ancêtres, on saura que nos ancêtres ont tout écrit.
Sachant que ce n'est pas les gens qui sont venus nous dire que à partir d'aujourd'hui, vous allez appeler l'œil, Nkouvi, nez, Nwanti, alors, bras, abord. Non, ça veut dire que nos ancêtres aussi ont disséqué les choses, ont donné des noms. Dire que le cœur est dit, tout ça là. S'ils n'ont pas vu, comment ils ont pu donner les noms? C'est pas il y a quelques siècles qu'ils n'ont pas donné les noms aux choses. Donc, ils connaissaient tout ça. Donc, tout ça là est écrit. Et il y a les livres, il y a les preuves. Il y a au moins 2 livres qui sont là, que moi j'ai chez moi. L'un, c'est l'Afrique noire, berceau de la médecine, de la chirurgie. Vous allez voir les bistouri, vous allez voir tout ça. Mais est-ce que nous le savons? Donc, nos ancêtres l'ont écrit. On ne mourrait pas avant l'arrivée des Blancs. Moi, je dis ça aux gens. Parce que si on mourait, ils trouveraient les gens pour faire leur esclavage. Ouais. Puis il n'y aurait personne. Mais les gens croient des choses comme ça, que oui, qu'on était nus dans les aliments de manger les bananes. Ce qui est faux. Parce que moi, je leur dis, ceux qui ont construit une pyramide ne peut pas construire une case pour rester dedans. Bon, on était nus. Il n'y a pas de souci. Vous êtes venus nous habiller. On vous dit maintenant, laissez-nous devenir nus. Où est le problème? Donc, ils n'ont qu'à laisser les gens revenir dans leur nudité. C'est ça. Alors, bref, docteur, le kémitisme n'est pas panafricain. Tout esprit kémitisme n'est pas panafricain? Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, tant que vous êtes kémite ou kamite, c'est que vous êtes normalement panafricain. Parce que vous intégrez la spiritualité primordiale de nos ancêtres dans votre combat. Mais tout panafricain n'est pas kamite. Parce que lui dit que oui, on peut s'entendre sur l'économie, la politique, tout, mais côté spirituel, religieux, là, non. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais si demain, on est dans un pays où il y a peut-être plusieurs courants religieux et quelqu'un vient au pouvoir, mais il y a plusieurs tests qui sont là, il va prêter serment sur quoi? Puis si vous prêtez serment sur un livre, c'est ça qui fait que nos représentants, quand ils veulent prêter serment, chacun prête serment sur le livre, souvent étranger, dans lequel il n'y a pas ses ancêtres. Ouais. C'est ça. Mais s'il y avait un courant dans lequel les gens doivent avoir peur de leurs ancêtres, c'est sur ça qu'il fallait prêter serment. Ça veut dire que si vous êtes un kamite, il y a des moyens chez nous pour prêter serment. Ce n'est même pas on bavarde même pas trop. Il y a des petites choses simples qu'on fait. Si vous êtes crédible, vous allez accepter de prêter serment. Si vous n'êtes pas crédible, vous allez démissionner. C'est ça. Donc les panafricains sont pour moi beaucoup de gens qui jouent le jeu double. Parce qu'ils veulent à la fois le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Parce qu'il a des gens, comme je le disais, je peux être panafricain, ça m'allait arranger à mettre des choses qui font la promotion peut-être des religions chez moi. Ou même moi, je vais dire que je lutte pour l'autodétermination. Les gens doivent savoir que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a été décimés sur le plan spirituel en fait. C'est ça notre première faiblesse. C'est ça. Alors, est-ce que vraiment le kémitisme qui avance la spiritualité des Égyptiens anciens, je reviens à cela, que justement cette civilisation, ou bien cette spiritualité, j'allais dire, a été toujours monothéiste. Est-ce que c'est d'abord vérifié, docteur? Bon, en fait, le mot, ce que je dis généralement aux gens, c'est que on ne doit pas trop se fatiguer avec les terminologies des Indo-Européens. Mais ce qu'on sait, c'est que, quoi qu'on dise chez nous, tout le monde sait qu'il y a toujours un esprit supérieur qui est au-dessus. C'est pourquoi chez nous, même quand vous voyez, tel qu'on met par exemple le vaudou, tout ça là, c'est une représentation. Et au sommet, il y a le créateur. Donc nos ancêtres parlent beaucoup plus de ce qu'on appelle le mono-origénisme, vitalisme, tout ça. C'est eux qui nous ont donné le terme d'animisme. Même penser que l'arbre a une vie, l'eau a une vie, je ne vois même pas là où il y a l'erreur. C'est ça qui permet d'éviter de fabriquer les bombes pour tuer une fourmi alors que vous voulez bombarder un homme alors que la fourmi ne vous a rien fait. C'est ça. Malheureusement pour eux, là où on a commencé par dire que vous tous ceux qui étaient là, nous allons faire un corpus spirituel et religieux unique. En fait, c'est en Afrique. Ça veut dire qu'il arrive à un moment donné où, je donne un exemple banal, les adeptes de la divinité de la foudre, les adeptes de la terre, les adeptes de l'eau, tout ça là, se sont regroupés pour dire voilà le corpus qu'on va utiliser aujourd'hui. Et c'est en Afrique que ça a été fait. Et c'était le prédécesseur d'Akhenaton qui ont fait ça. Donc, même si on veut parler du monothéisme, c'est l'Afrique qui a semé la graine. Comme le disait mon vénéré Oumou Touré qui est parti, c'est l'Afrique qui a semé la graine, c'est l'Afrique qui l'a arrosé jusqu'à ce que ça porte beaucoup de fruits. Donc eux tous, ils viennent puiser les choses en Afrique et après ils viennent nous jeter du discrédit. Dans tous les domaines, c'est l'Afrique qui a semé les graines. Alors, quelle est selon vous la place du kémitisme dans le monde actuel? Bon, je peux dire que... Je sais que vous pouvez partir de l'Afrique, hein, mais dans le monde, je sais que, par exemple, en France,
il n'y a aucune structure ou bien aucun temple justement officiel n'est connu à ce jour? Bon, en fait, comme je le disais la fois passée, le vrai problème de notre mouvement, c'est que il faut une puissance économique. Et malheureusement, les gens n'ont pas toujours compris que la coopération économique qui a été mise en place, surtout par nos prédécesseurs, dont Marcus Garvey, qui a fait plein de choses, parce que les gens ne savent pas de qui il est question, les gens voient un peu ces films, tout ça là, est la base. On sait qu'il y a plein de mouvements, c'est vrai, nous avons plein de mouvements. Je rappelle aussi quand même que nous sommes en train de s'organiser. Les contributions sont en cours, au moins pour avoir un temple kamite bien organisé qui sera en Côte d'Ivoire. Donc c'est déjà en cours tout ça, pour que progressivement ça distille dans d'autres pays. Malheureusement, comme ceux qui doivent porter les mouvements, c'est ceux qui ont des mastodontes financières, c'est les dirigeants politiques, c'est eux qui portent les mouvements pour que ça donne ce qu'il faut. Comme ils n'ont pas porté, nos miettes ne permettent pas véritablement d'ériger de grands temples. Mais on ne peut pas exclure le fait que les gens ont quand même des sanctuaires dans ces pays, et tout au moins c'est le mouvement afrocentricité avec d'autres mouvements sont aussi dans d'autres pays. Le vrai problème, c'est que pour impacter, il faut avoir des temples dans lesquels parce que les gens ont besoin des béquilles. D'ici peu quand même, je pense que si pour la Côte d'Ivoire ça a pris forme, avec le temps ça peut venir au Togo et dans d'autres pays. Le kamitisme, l'autre aspect, c'est que pour nous il ne s'agit pas de construire aussi des temples, il s'agit de sensibiliser nos frères et sœurs pour qu'ils comprennent les jeux et les enjeux. Et avec le temps, nos générations qui vont venir, quand ils seront beaucoup plus, bon, je n'aime pas trop ce mot, mais je vais le dire, désaliénés, ils sauront qu'ils n'ont même pas besoin de beaucoup de temples pour régler leurs problèmes. Parce qu'en Afrique, il est simple d'invoquer ton grand-père à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller avoir un grand temple. Il y a tout ce qu'on appelle chez nous Tadi Vodou. C'est-à-dire il y a des choses dans les familles. Donc on n'a pas besoin de grands temples quand même. Mais pour une portée peut-être continentale, on pourra mettre en place un corpus sur le chemin de ce que nos ancêtres ont déjà conçu en fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'implication peut-être des dirigeants politiques qui ont une certaine manne financière pour pouvoir aider le combat. Est-ce que à votre niveau, docteur Apeti, vous faites des démarches, pas seulement au niveau du Togo, mais également au niveau de l'Afrique, je veux dire? Bon, c'est une très belle question, mais vous allez me voir sourire un peu. Parce que avant d'amener des choses chez quelqu'un, il faut déjà voir à peu près le profil de la personne. Parce que, comme on le dit, c'est un combat un peu compliqué, risqué, pour plusieurs raisons. Et à 2 dans un coin, 3 dans un coin, vous serez surpris que les dirigeants même vont vous applaudir. Mais lorsque les moments viennent pour parler vraiment des choses sérieuses, on ne vous donne pas vraiment l'occasion. On espère que d'ici peu, ils vont comprendre de quoi il est question et peut-être les choses vont aller dans le bon sens. Vous avez parlé de cette projection que vous faites, surtout en Côte d'Ivoire, mais déjà entre les différents points de ce combat que vous menez en Afrique, est-ce qu'il y a des relations étroites? Bien sûr, évidemment. C'est compte tenu de ces relations que chaque mois au Togo, personnellement, tous les groupuscules, je dis groupuscules parce qu'il y a plusieurs mouvements qui sont dans le kamitisme, je me dis, s'il y a l'afrocentricité internationale qui a une base solide dans plusieurs pays, bien structurée, mène déjà des actions solides. Pourquoi encore dilapider nos énergies dans des groupes où quand on dit à réunion, c'est une personne qui vient, 3 personnes. C'est ça donc. L'objectif, c'est avec le temps, afrocentricité qui est dans tous les pays, que ces groupes soient intégrés par d'autres, de telle sorte que ça forme une masse solide pour que ce que je disais, parce que la coopération financière est la base. Parce que la coopération, c'est quoi? C'est que nous devons nous financer réciproquement, ça c'est un. Et de 2, quand on dit, bon, il y a un événement, nous devons pouvoir contribuer. Et pour contribuer, il faut que ce que vous avez, que ça puisse véritablement être concédé par à votre frère ou pas. Je profite pour dire que malheureusement, c'est un peu surprenant. On crie tous les jours que les Blancs veulent nous intoxiquer avec les produits toxiques, tout ça. Mais certains se lèvent, ils produisent des choses, ils font des efforts pour ne pas utiliser les produits chimiques, mais même aucun comité ne vient payer. Ils préfèrent aller payer Hamburger. Alors, vous êtes doctorant en kamitologie à l'Institut Kemetma Tchèque Anta Diop. Lors de votre dernier passage ici, docteur Apeti, vous avez montré votre attachement à tout ce que Tchèque Anta Diop faisait. L'Institut là,
qu'est-ce qu'il prône aujourd'hui? Il est où? À Dakar? Bon, l'Institut est en fait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Avec les enseignants qui sont presque dans le monde entier. Les cours se font essentiellement à distance. C'est ça. Donc, c'est le plus grand honneur qu'on a pu lui rendre. Donc, l'Institut est en Côte d'Ivoire avec des cycles modulaires, master et puis doctorat. Donc, moi, je me suis inscrit dans le cycle doctorat. Ce qu'on enseigne là-bas, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle notre langue. Donc, c'est les Médounétais. Apprendre à lire ce que nos ancêtres ont écrit. Donc, quand on vient ici, on dit, bon, peut-être Sacré-Cœur, c'est hiéroglyphe qu'on a volé. Il ne faut pas que les gens se trompent. Le terme néfer, qui signifie peut-être quelque chose qui est beau, tout le monde sait ce qu'on veut dire par quand quelque chose est beau, quelque chose qui est joli, tout ça. Mais comme Sacré-Cœur, ou bien qui représente aussi zéro, mais c'est un terme qui est en hiéroglyphe. Donc, quand on met Sacré-Cœur avec la croix, tout ça, c'est ça on a appris. Donc, il y a plein de choses. Donc, on apprend aux gens là-bas à lire les textes de nos ancêtres. Puis, ce moi, il dit, quand vous commencez par apprendre, vous allez au village là. Tout ce que vous allez voir comme symbole, vous pouvez commencer par comprendre que non, ça, ce n'est pas juste du fétiche. Non, non, c'est des écritures. Et ça a des sens. On apprend aussi à ce qu'on appelle l'ontologie, la philosophie africaine. Comment les Africains philosophaient tout ça là. Quelle est la conception africaine du monde. Tout. Et puis on nous enseigne aussi ce qu'on appelle l'histoire réelle de l'Afrique. Ce n'est pas, oui, Christophe Colomb découvre l'Amérique, ce n'est pas ça. Comment les choses se sont réellement passées. C'est ce qu'on appelle historiographie dans le paradigme diopien. Pour que les Africains comprennent que la plupart de ce qu'on nous enseigne comme histoire, c'est faux. Parce que c'est le chasseur qui raconte l'histoire de la chasse et ne va jamais vous dire qu'il a fui devant le lion. Alors, avec vos combats tous azimuts, docteur Apeti, est-ce que vous pensez bouger les lignes? Si oui, d'ici combien de temps? Parce que certains Africains sont là et vous regardent. Bon, nous, on est confiants que on bouge, parce que même si c'est à petits pas, parce que hier, peut-être, on pourrait dire, si on était 100 personnes, peut-être il y a un an, on peut dire aujourd'hui qu'on est 200, 300, on bouge, tout au moins au Togo et dans d'autres pays. Donc, on est confiant, mais nous, on se dit, pour impacter, c'est une question de génération. Et la génération que nous sommes aujourd'hui, si beaucoup, la majorité comprend l'enjeu, on est en train de faire des enfants. Si dans 25 ans, ces enfants qui vont être aux affaires, qui vont gérer les sociétés, ont notre vision, c'est fini. Faut pas, ce n'est pas la peine de dire que oui, on nous a dominés pendant 2000 ans, 3000 ans. Non. C'est une question de génération. Donc, nous, on est dans la dynamique que, à défaut que nous-mêmes. Vous posez les bases. Oui, c'est ça. Nos enfants ne doivent plus être comme nous. Ils doivent comprendre plein de choses. Comme je le disais la fois passée, mon enfant va à l'école, il est en classe de cinquième, on lui dit, bon, ceux qui sont musulmans amènent le Coran, ceux qui sont chrétiens amènent la Bible. Mais mon enfant ne va pas à l'église, il amène quoi? Mais c'est dangereux cette manière de faire. Tu es enseignant, tu as tes livres, tu enseignes les enfants, tu fous le camp. Donc il vient, il dit, non, moi, je n'ai pas de livre à te donner. Ou soit je te donne la Bible, je t'achète le Coran, je te donne aussi le livre qu'on appelle le livre de sortie de lumière de jour de nos anciens Égyptiens, qui est plagié pour faire tous ces livres-là. Et je lui ai donné les 3, il est allé, son enseignant là. C'est ça. Merci beaucoup à vous, docteur Apeti. Vous avez sans doute un dernier mot. Oui, je vais essayer quand même de lire un petit test à la fin pour conclure, qui peut-être va revenir de temps en temps. Oui. Frantz Fanon disait, je vais le paraphraser, que nous mesurons quand même l'ampleur du risque que nous courons en nous engageant dans ce combat. Et je vais compléter moi en disant que ce risque est à la fois endogène et exogène, physique et spirituel ainsi que religieux. Mais nous estimons que ce combat est si noble que nous sommes obligés de nous engager et nos frères et sœurs qui se sentiront un peu frustrés, au lieu d'en prendre négativement les conséquences, doivent sentir une détonation de leurs ancêtres et se lever pour nous accompagner pour que ce combat aboutisse, pour mettre fin à ce qu'on appelle la dictature épistémologique, c'est-à-dire c'est l'ensemble de ce que les Occidentaux et les Orientaux mettent en place pour détruire la connaissance africaine. Bref, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, docteur Apeti Sodiemou Assifot. Vous êtes doctorant en camitologie à l'Institut Kemetma Cheikh Anta Diop
à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour votre émission Politique et Regard Croisé.